Chers téléspectateurs, eh bien, je vous dis bonsoir et bienvenue à une émission vraiment tout à fait spéciale. C'est quelqu'un que j'ai comme invité, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Vous l'avez déjà rencontré sur nos écrans ici, mais c'est la première fois que moi je vais lui parler en votre présence et c'est un plaisir pour moi de le faire. Bienvenue Madame Libertino, et comment ça va? Merci, je vais très bien. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais me risquer à dire, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez en Haïti, est-ce que je pourrais dire quelque part que vous venez en Haïti par amour? Plus que quelque part. Oui, oui, je viens en Haïti par amour, c'est juste. Surtout que je vis en Haïti depuis assez longtemps. Ouais. Pour dire que si je ne me sentais pas bien en Haïti, je ne viendrais plus depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur pourquoi ce choix? Au départ, ce n'est pas moi qui ai fait le choix, puisque je collabore avec une ONG en Suisse qui a vu mon travail en RDC, en République démocratique du Congo, et qui m'a demandé de venir en fait mettre en place ma philosophie et les programmes que je crée en Haïti. Donc je suis arrivée ici sans absolument connaître ce pays, je ne connaissais pas de Haïtiens. Et évidemment qu'avec le temps et avec ma possibilité de rencontrer la population et surtout de rencontrer toutes ces personnes avec lesquelles je travaille, que je nomme la communauté de médiateurs pour la paix, des relations plus que fraternelles se sont créées et je peux dire que aujourd'hui je vis dans 3 familles, je travaille sur 3 continents et que j'ai 3 familles qui me tiennent vraiment à cœur, que ce soit donc chez moi, là où je vis à Genève, en Suisse, en RDC et également en Haïti. C'est bien. Est-ce que, quand on parle d'amour, quand je dis que vous êtes venu en Haïti par amour, c'est quoi l'amour? Parce qu'en fait, venir en Haïti par amour, quelque part, ce pays vous a appelé, vous a attiré, je ne sais pas, mais comment ça s'est passé? En général, je ne choisis pas. Je vais là, effectivement, où on m'appelle. Ce qui veut dire que je suis venue en Haïti par amour serait un mensonge. Par contre, je peux dire que je travaille par amour, où que j'aille. Voilà, ça, je peux dire qu'effectivement, j'ai un amour pour l'humanité, peu importe où je vais, qui me permet justement de créer des relations avec les gens qui sont profondes, qui sont justement, qui m'apportent beaucoup d'ailleurs, hein, et qui peuvent aussi, j'espère, hein, apporter aux autres. Donc, c'est vrai qu'au départ, bon, je ne crois pas au hasard, ce qui veut dire qu'il y a évidemment un appel, même si ce n'est pas moi qui m'ai senti appelé au départ, même si on m'a demandé de venir, je pense que ce n'est pas par hasard que je suis ici. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis très attachée à ce pays et surtout aux personnes avec lesquelles je travaille. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que je vois tellement de souffrance dans la population que je me sens vraiment utile, j'espère. Hein. Je vois. Alors, quand vous nous regardez, vous regardez Haïti, je suppose qu'il y a des pensées qui vous viennent. Peut-être que vous vous dites, waouh, ils auraient pu changer ci, ils auraient pu changer ça. Et est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez vous? Non, pas forcément, parce que je ne vois pas de différence entre Haïti, entre certains autres pays. J'ai voyagé pas mal dans ma vie, j'ai été en Asie aussi, j'ai travaillé en Afrique du Nord, je travaille en Europe, et en fait, je vois plus l'intérieur des êtres humains que ce qui se passe à l'extérieur, n'est-ce pas, qui pour moi ne sont que des conséquences à ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Et je ne vois que des similitudes entre êtres humains. Donc je ne vois pas, je ne vais pas dans un pays en me disant « Ah, je suis en train de découvrir quelque chose qui est différente des autres populations ». Je vois partout les mêmes possibilités de bonheur et je vois partout les mêmes souffrances avec les mêmes causes et les mêmes conséquences. Très bien. Mais le sens de ma question, c'était surtout comment, et quand vous nous regardez, est-ce que vous avez une idée certainement de comment nous pourrions changer tout ça? Bien sûr. Déjà, pour changer, il faut accepter l'idée que les changements sont possibles. C'est déjà une première difficulté chez l'être humain, c'est qu'il pense toujours que ce qu'il a vécu dans son passé, il va indéfiniment le revivre dans son futur, ce qui le rend passif et ce qui l'empêche d'être créatif pour imaginer toute autre chose pour son futur.
Donc il faudrait déjà accepter qu'une chose nouvelle puisse nous arriver. Et ensuite, il faudrait accepter qu'on s'aime assez pour recevoir cette nouvelle chose. Et ce que je vois en Haïti, c'est que pour l'instant, pour la plupart des gens dans la population, vu aussi le passif, les gens ne s'aiment pas assez pour imaginer qu'ils méritent de recevoir mieux, qu'ils méritent d'avoir une vie plus facile. Et il y a cet a priori de l'être humain, toujours, je ne parle pas du haïtien forcément, mais en tout cas cet a priori est ici. Il y a cet a priori qui fait que ce que j'ai vécu hier, ce que je vis aujourd'hui, je le revivrai demain, parce que finalement c'est ce que je mérite et il n'y a pas mieux pour moi, on ne peut pas changer les choses. Ouais. Et moi je pars du principe que les choses ne changent pas parce qu'on est sûr qu'on ne peut pas les changer. Les choses ne changent pas parce qu'on ne peut pas. Parce que l'être humain a tous les pouvoirs, ici comme ailleurs. Il a le pouvoir de se détruire, mais il a le pouvoir aussi de changer les choses, de changer sa vie, de se reconstruire. Mais pour ça, il faut qu'il change son état d'esprit. Il faut qu'il change son point de vue sur lui, sur les autres, sur la vie, sur son pays, etc. Est-ce que je pourrais dire que vous pensez que nous, les Haïtiens, nous ne nous aimons pas suffisamment? Oh, oui. Beaucoup? Beaucoup, oui. Et comment travailler là-dessus directement, sur comment s'aimer? Comment les Haïtiens pourraient-ils s'aimer? Déjà, pour s'aimer, il faut s'accepter. Il faut se rendre compte que l'être humain peut être imparfait partout dans le monde. Parce que c'est vrai que chacune de mes missions, chacun de mes voyages ici, je viens 3 fois par année, je n'entends toujours que le même langage. Et un langage d'ailleurs très ambigu, parce que je vois beaucoup d'amour pour ce pays. D'ailleurs, quand j'entends chanter, quand j'entends les gens s'exprimer, Haïti, mon pays, il y a cet amour pour le pays. Et en même temps, paradoxalement, chaque fois que je dialogue avec des personnes dans des conférences ou lorsqu'on travaille sur le terrain partout, des gens me disent, j'ai même entendu des mots, des phrases très fortes, mon pays est maudit, on ne s'en sortira jamais, ici chez nous c'est comme ça, c'est pire qu'ailleurs, etc. J'entends toujours ce langage et je passe mon temps à répéter non, ce n'est pas vrai, parce que tout ce que vous vivez aussi, je le vois ailleurs. Donc vous n'êtes ni un pays maudit, ni un pays qui n'est pas capable de s'en sortir, mais justement vous devez accepter de voir cette réalité. Et cette réalité, c'est qu'effectivement aujourd'hui elle est très difficile. Il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés, beaucoup de misère, mais en fait, nous n'avons que 2 solutions. Soit nous pleurons sur nous-mêmes comme des victimes, et nous estimons qu'il va falloir attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Et bon, quelles sont les possibilités de sauvetage? C'est soit mon gouvernement, soit une ONG internationale. Et dans les 2 cas, de toute façon, ça ne marche pas. On le sait. Oui. Mais comment instiller chez les gens ce pouvoir qu'apparemment ils ont déjà, de pouvoir changer? Mais je pense que ça ne peut passer que par une éducation. On ne peut pas demander aux gens, par l'opération du Saint-Esprit, de changer. Et d'ailleurs, ça se saurait si c'était possible. Et même en passant, là aussi, je veux dire, si on fait l'expérience de la religion, si on fait l'expérience d'un parti politique, si on fait l'expérience d'une personne qui, par le biais justement d'une institution, par le biais d'une religion, pourrait avoir de l'espoir et changer sa vie. L'expérience que j'ai vécue avec toutes ces personnes, c'est qu'en fait, on a l'espoir de changer sa vie, on pense que Dieu va nous protéger du mal, mais en réalité, on ne fait rien pour se protéger parce qu'on attend que Dieu le fasse pour nous. Voilà, donc là aussi, il faut se rendre compte que on ne peut pas transformer sa vie si on ne décide pas de transformer cette vie. Mais en même temps, on ne peut pas demander aux gens de transformer leur vie alors qu'on ne leur a pas expliqué comment le faire. Et dans toutes nos sociétés actuelles, que ce soit en Occident comme ici, en fait, la seule chose que nous apprenons à nos enfants, c'est comment gagner sa vie. Et encore, on leur apprend mal. Comment gagner sa vie, comment s'en sortir, comment survivre, parce que ça c'est un mot qui est terrible aussi. Oui. Moi j'apprends aux gens comment vivre, pas comment survivre. Parce qu'on ne mérite pas de survivre, on mérite de vivre. Et pour vivre, il faut apprendre le fonctionnement humain. Il faut donner aux gens une éducation, ce que j'appelle un enseignement pour la paix.
Et cet enseignement pour la paix qui passe par la connaissance de soi, qui passe par la connaissance de tous ces points forts, des qualités que nous avons en nous, qui nous permettraient justement de reconstruire notre vie, et surtout la connaissance de ce que j'appelle des programmations émotionnelles, des difficultés qui sont en nous, qui nous empêchent d'avancer. Je peux citer quelques-unes de ces difficultés, justement, je peux parler de la passivité, je peux parler de l'orgueil, puisqu'on parle de Haïti, essayons de voir ces petites difficultés spécifiques, n'est-ce pas? Ouais. Le manque d'amour pour soi, je l'ai dit aussi, la difficulté à communiquer, de s'ouvrir, la confiance. Et en fait, ce sont ce que j'appelle des programmations émotionnelles qui se vivent à l'état individuel, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir ces difficultés à l'intérieur d'elle-même, mais tout ça est démultiplié dans un inconscient collectif qui ensuite devient une habitude de fonctionner pour tout un pays, pour toute une population. Et tant qu'une personne ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de son fonctionnement intérieur, elle aura envie de s'en sortir. Elle aura de la colère parce qu'elle ne s'en sort pas, ou elle aura de l'espoir en espérant que les autres vont en sortir, mais elle n'y arrivera pas, parce qu'elle est son seul maître, et elle ne peut qu'elle-même se sortir des difficultés. Et pour cela, il faut l'apprendre aux enfants, il faut l'apprendre aux jeunes, il faut l'apprendre à la population, aux adultes, parce que c'est un apprentissage, et c'est ce que j'appelle un métier d'homme. Il faut apprendre avant tout notre métier d'homme, avant d'apprendre un métier professionnel pour gagner notre vie. Oui, mais est-ce que cela prend du temps, une telle déprogrammation? Eh bien, vous seriez surpris, parce que dans ce domaine-là, le temps n'existe pas. Pour moi, ni le temps ni l'espace n'existent, dans le sens que c'est la motivation, c'est notre persévérance, c'est notre désir, notre choix, notre détermination à nous en sortir, qui fera que, à travers des prises de conscience successives, au quotidien, dans ma vie de tous les jours, du matin au soir en me levant, en vivant toute ma journée, je peux faire des prises de conscience et me rendre compte qu'à chaque instant, je peux changer d'état d'esprit, je peux changer ma vision des choses, et en changeant d'état d'esprit, je vais changer mon attitude, et je vais donc, par mon intermédiaire, inconsciemment, changer l'attitude éventuellement de la personne qui est en face de moi, ou changer la situation qui se présente à moi. Donc, ça peut aller très vite. Et je peux te donner juste mon expérience, puisque j'enseigne depuis 40 ans ma philosophie, et j'enseigne toutes ces techniques de travail. Et au début d'un engagement pour une personne qui s'engage dans ce travail, mais je dirais que même déjà le premier jour qu'une personne commence ce travail, elle peut faire des miracles. Voilà. Bon. Et dans les jours qui suivent, je dirais, ce travail en fait qu'elle va découvrir par la découverte d'elle-même, par la découverte des différentes personnalités qui sont à l'intérieur de l'être humain, et elle va découvrir en fait qu'elle est spectatrice d'elle-même, et en étant un spectateur bienveillant, elle peut justement changer son état d'esprit en se regardant fonctionner à l'intérieur d'elle-même, et ce changement intérieur va lui permettre d'avoir un nouveau regard sur la vie, voilà, et un nouveau regard sur les autres, qui sera fait de plus de confiance, qui sera fait de plus de liberté, de plus de détermination, qui va lui permettre de changer en fait sa vie elle-même. Oui, mais je pense que quand je parle à certaines personnes ici, la majorité des gens en général se cachent derrière les 400 ans d'esclavage pour penser qu'ils ne sont capables de rien faire. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est aussi sûr pour détruire sa vie. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir que nous avons tous de toute façon un passé, nous avons tous un capital. Hein. Ce capital, il est déjà à l'intérieur de l'enfant dès sa naissance. Hein. Donc un enfant ne naît pas tout neuf avec, voilà, en se disant il est au point zéro, il a tout à apprendre, mais en fait il n'a pas de capital qui va l'empêcher d'apprendre. Ça, c'est dans les livres d'images, ça n'existe pas. Ce qui veut dire qu'à notre naissance, nous avons un capital qui peut être positif, c'est ce que j'appelle nos qualités, nos dons, mais nous avons un capital émotionnel qui va, si nous n'y prenons pas garde, qui va mettre des freins à notre développement, à notre évolution.
Et ce capital, c'est ce que souvent dans notre société nous appelons des défauts, que je n'accepte pas, parce que nous avons, oui, des difficultés, mais ces difficultés, nous ne devons pas les pointer du doigt comme quelque chose de négatif, nous devons les voir comme des choses que nous devons transformer à l'intérieur de nous et qui peuvent se transformer sans aucun problème. Donc ce capital, bien sûr qu'il est en nous. Le souvenir de ce que nos ancêtres ont vécu, de tout ce qu'on nous raconte, bien sûr, doit être en nous. Et nous ne devons pas nous dire il faut tout oublier. Parce que si nous oublions d'une manière consciente, notre subconscient va bien s'arranger pour nous rappeler tout ce que nous avons vécu. Et ça peut devenir très grave parce que je vais développer des peurs de revivre ce que j'ai vécu dans mon enfance, par exemple. Et si je ne fais pas attention, ce que je vais redouter va revenir d'une autre manière, par d'autres biais, par d'autres situations, et je ne ferai pas la relation de cause à effet entre ma peur de ce passé qui est là à l'intérieur de moi et ce que je revis, et je vais développer une révolte parce que je vais me dire j'en ai marre de vivre tout ça tout le temps, et pourquoi ça m'arrive à moi. Ce qui veut dire qu'en fait, notre passé doit être vécu comme une expérience. Et cette expérience, elle est là, nous devons la regarder, mais nous devons apprendre à ne plus en avoir peur, nous devons apprendre à comprendre qu'elle a été là comme expérience, mais que nous méritons mieux et que nous avons les moyens de sortir de cela. Donc se cacher derrière son passé en disant oui mais c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon pays, c'est à cause de la vie que j'ai vécue, n'est qu'une justification qui ne fait que renforcer notre manque d'amour pour nous-mêmes et nos épreuves à venir, mais nous serons les seuls justement responsables de ces épreuves. Parce que c'est bien, mais quand vous dites notre manque d'amour pour nous-mêmes, alors c'est comme ça que ça se traduit, ça, ce manque d'amour pour nous-mêmes. Ça se traduit par de multiples choses, le manque d'amour pour soi. Ça se traduit par en fait des milliers de petites choses de la vie de tous les jours. Une personne qui s'énerve, par exemple, toute la journée parce qu'il lui arrive une épreuve, parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, parce que quelqu'un arrive en retard, parce que voilà. Cette personne, en fait, se fait du mal sans se rendre compte. C'est déjà un acte d'amour, un acte de non-amour envers soi. Une personne qui refuse de recevoir, qui refuse de recevoir de l'affection des autres, qui rejette l'affection des autres, c'est un manque d'amour. Une personne qui veut tout assumer elle-même, qui est dans un contrôle permanent et qui ne veut pas recevoir de l'aide de son entourage, c'est un manque d'amour. Une personne qui est toujours en conflit avec les autres, qui a un sentiment d'injustice permanent sans se rendre compte, se fait du mal, c'est un manque d'amour. Vous voyez, il y a de multiples manières de ne pas s'aimer, et souvent on ne s'en rend pas compte. Très bien. Donc l'amour, est-ce que je pourrais dire que l'amour est une valeur fondamentale en quelque sorte? L'amour est la première valeur fondamentale pour moi, la plus importante. Mais en même temps, il ne faut pas confondre amour et sacrifice, tout accepter, accepter qu'on nous fasse du mal. Pour moi, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, il doit être joyeux en fait. Il doit être je dirais, entouré de bienveillance pour soi-même, de bienveillance envers les autres, et en même temps d'humour, de plaisir de vivre, de joie de vivre, et surtout, il doit être porté par la force, par notre désir de réussir notre vie, en sachant que personne ne le fera mieux que nous. Donc l'amour doit être accompagné d'une grande force et d'une grande détermination. Mais à part l'amour comme valeur fondamentale, il y en a d'autres? Il y a d'autres valeurs fondamentales? Il y en a une qui me tient vraiment à cœur, je dirais même à titre personnel, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est la capacité pour chaque individu déjà de se découvrir très jeune et de savoir que nous sommes chacun un être unique sur la Terre, et que bien que nous devons faire des concessions parce que nous vivons en société, nous sommes entourés de personnes aussi qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, mais en même temps, chaque enfant qui vient au monde a ses qualités primordiales, et donc cet enfant sera fait pour se développer d'une manière particulière. Certaines personnes sont nées pour être des artistes, d'autres sont nées pour travailler d'une manière plus intellectuelle, d'autres sont faites pour travailler de leurs mains. Et on est tous en fait indispensables sur cette terre, chacun avec notre spécificité. Mais si nous n'avons pas une liberté au départ, une indépendance
qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intellectuelle, etc., ben, nous serons portés à suivre la voie de nos parents, à suivre la voie de notre pays, à répondre aux conventions, en étant malheureux peut-être de ces a priori, de ces conventions, parce que nous ne nous sentons pas à notre place, mais par lâcheté, nous n'osons pas être différents. Donc cette liberté, pour moi, elle a une importance fondamentale déjà pour l'enfant, pour le jeune, pour se développer, pour devenir un homme, pour devenir une femme, avec un métier qui lui plaise. Pour moi, un métier doit être une vocation. Parce que travailler une journée entière pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est terrible, je trouve. Donc il faut aimer notre travail, aimer ce que nous faisons. Donc déjà, c'est important, de cette liberté pour pouvoir découvrir ce que nous sommes au milieu des autres qui sont peut-être différentes de nous. Et en même temps, cette liberté va nous permettre aussi, à certains moments, de peut-être remettre en question des aspects de nos traditions, des aspects de notre éducation, de ce qui se passe aussi dans notre pays, pour que les jeunes puissent aussi développer leur pays d'une manière différente, en sachant qu'on peut aimer nos parents, nous pouvons aimer nos ancêtres, nous pouvons aimer notre culture. Je fais une différence entre la culture et la tradition. Et cette culture ne nous empêchera pas d'apporter de nouvelles choses, d'apporter justement des nouveautés qui vont permettre pour les nouvelles générations de se sentir plus libres pour pouvoir être plus heureux sur la Terre et de pouvoir sortir justement de cette souffrance, de cette passivité. Parce que la pire des choses pour un être humain, c'est de se dire, chez nous, ça a toujours été comme ça, et ça va continuer à être comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de liberté là-dedans. Il y a une soumission, une passivité à la souffrance, et à la place de la liberté, je vais développer des frustrations, et je vais développer des colères. Et donc, en fait, ce refus d'être libre va amener l'être humain à se considérer comme une victime, à se révolter, à se battre et en fait à faire la guerre finalement. Alors qu'il pourrait très bien décider librement de prendre sa vie en main, sans colère, sans violence, pour pouvoir changer les choses dans sa vie et dans celle de son pays. Très intéressant. Nous allons prendre une toute petite pause. Nous sommes de retour tout à l'heure. Bon, nous voilà de retour. J'avais du mal vraiment à demander la pause parce que c'était tellement intéressant. Ce que Mme Libertino nous disait, c'est tellement important pour nous de comprendre certaines choses. Et Mme Libertino, vous avez insisté tout à l'heure sur culture et tradition. Vous avez dit que c'était important de faire la différence. C'est quoi la différence entre la culture et la tradition? Pour moi, la différence fondamentale est que la tradition est une interprétation de la culture. Ce qui veut dire que dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, la culture pour moi est toujours juste. Et il est très important que nous gardions notre culture, parce que la culture c'est ce qui fait la spécificité d'une population, d'une personne. C'est ce qui fait, en fait ce sont ses racines. Et nos racines, nous en avons besoin pour pouvoir... je dirais, aller plus haut vers le ciel, il faut garder nos racines, autrement on part n'importe où, dans tous les sens. Voilà, donc ça a une importance fondamentale. Et ces racines nous apportent justement une culture que nous devons garder, parce que cette culture va se manifester dans beaucoup d'actions de notre quotidien, ne serait-ce que dans notre manière de manger, dans notre manière de prendre soin de notre santé, dans notre manière de réagir vis-à-vis des autres, dans notre manière de fonctionner au quotidien avec les autres. De résoudre des problèmes aussi. Donc c'est très important. Mais par contre, c'est vrai que ce que j'appelle la tradition, c'est souvent une mauvaise interprétation, une interprétation émotionnelle de notre culture qui fait que nous devenons prisonniers d'une vision que nous avons de notre culture. Et nous devenons à ce moment-là intolérants face à une autre culture, face à une autre manière de fonctionner, parce que nous avons peur de la différence et nous avons peur d'une personne qui va être différente de nous, voire d'une personne qui va être différente au niveau de sa religion ou dans sa manière de vivre. Et nous devons... en fait, quelque part, c'est une forme de racisme. Et c'est pour cela que la tradition devrait être vraiment une interprétation libre de la culture. Parce que la culture, elle doit évoluer avec son temps. Elle doit évoluer avec le monde, avec la jeunesse.
Et même si notre culture était exceptionnelle il y a 20 ans en arrière, cette culture peut rester exceptionnelle tout en se mettant aussi, je dirais, au goût du jour de la jeunesse actuelle par rapport au... ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous avons une évolution qui n'est pas toujours d'ailleurs positive de la technologie, parce que nous sommes arrivés à des extrêmes. Hein. Ah bon? Voilà. Et donc, cette culture doit... En fait, notre technologie doit s'adapter à notre culture. Hein. Oui. Mais quand vous dites qu'on a une évolution qui n'est pas très positive de la technologie, vous avez une idée? Enfin, pas vous avez une idée. Vous pensez quoi de la technologie, vous? Je pense que la technologie est très bien, à condition que nous n'en soyons pas esclaves. Vous voyez, c'est là où, quand je parle de liberté, la liberté, en fait, quelque part, c'est un garde-fou pour l'être humain. Si nous ne sommes pas libres, nous devenons dépendants. Devenir dépendant de quelque chose que nous avons créé, c'est dangereux, c'est grave. Pourquoi? Parce que si l'être humain crée quelque chose et qu'il se rend compte que cette chose qu'il a créée n'est qu'une capacité d'évolution, mais en étant un moyen d'évolution seulement, hein, ça veut dire qu'en fait, il ne lui donnera pas un pouvoir. Il lui donnera juste en fait, il l'utilisera comme un instrument, tout en sachant que lui seul a le pouvoir et que lui seul possède l'intelligence. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un stade d'aberration totale, puisqu'on est en train de nous expliquer, peut-être pas chez vous encore, j'en sais rien, mais en tout cas en Occident, bientôt c'est la machine qui va nous dire comment fonctionner. Voilà, on en a entendu parler. Voilà, l'intelligence artificielle, vous voyez. Oui, voilà. oui. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le mot artificiel. Mais je pense que la plupart des gens n'ont pas compris que ce mot artificiel voulait dire quelque chose. Et on est en train d'arriver à des aberrations, puisque... Bon, bien sûr que je parle d'extrême, mais cet extrême existe déjà. C'est que des gens commencent à se mettre des puces sous la peau pour être en contact avec l'ordinateur qui va leur dire s'ils sont en bonne santé. Voyez, donc c'est grave, c'est grave. C'est pour ça que quand je parle de technologie, je parle de danger, alors que la technologie pourrait nous servir d'une manière exceptionnelle, puisque moi-même, je peux quand même dire que grâce à la technologie, je peux travailler avec 3 continents, en étant en contact avec mes élèves quasiment tous les jours, grâce à la technologie. Donc je ne vais pas rejeter cela, mais en même temps je n'en suis pas esclave, parce que avant la technologie, les rapports humains, l'amour, la solidarité, c'est bien plus important. Mais cette technologie, je pense que, au fait, les gens sont très pressés, je dirais ces jours-ci. Tout le monde est pressé. On se dépêche de faire un tas de choses, et je pense que la technologie va un peu dans ce sens-là. Parce qu'on est passé de 1G à 2G à 3G, maintenant on parle de 5G, puis j'ai l'impression que ça va aller encore plus vite. Est-ce que c'est normal tout ça? Mais bien sûr que non, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, quand on dit que l'être humain est pressé, il est pressé pour aller où? Au cimetière. Voilà. Moi je ne suis pas pressé, hein. J'ai tout mon temps. Et tout le monde se presse. Il faut faire les choses de plus en plus vite. Oui, mais on les fait de plus en plus vite, de plus en plus superficiellement. Ça veut dire qu'on se contente de peu. Et finalement, au lieu que... Vous voyez, finalement, on revient toujours à l'amour. C'est que si je m'aime, je n'ai pas envie de courir parce que j'ai envie de goûter les choses. J'ai envie de goûter la vie, j'ai envie de qualité. Hein, parce que si je vais tous les jours dans les magasins pour m'acheter 10 t-shirts par jour de mauvaise qualité pour le plaisir de savoir que toutes les heures je peux changer de t-shirt, je ne vois pas quel plaisir je vais avoir. Voilà. Je préfère au contraire aller acheter un beau vêtement de bonne qualité, même si je vais le mettre pendant 10 ans, mais j'aurai vraiment le plaisir d'avoir quelque chose de beau qui a été bien fait par des artisans qui ont eu du bonheur à travailler. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à je dirais, à notre société, c'est de se rendre compte que la beauté, que la qualité a bien plus de valeur à nos yeux que la rapidité et que la consommation. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est que moi qui vis dans des pays qui sont au summum de la consommation, je vois de plus en plus de gens malheureux. Ah. Donc le résultat, il est là, vous voyez. Oui. Alors la technologie, est-ce que c'est une forme d'énergie, la technologie? Alors, ou c'est une expression de l'énergie? Je dirais que la technologie n'est pas une forme... Oui, on peut dire les deux en fait. Hein. C'est que la technologie est une expression de l'énergie, mais l'énergie est une expression de la technologie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous créons quelque chose,
La technologie a été créée par l'homme. La technologie conduit l'homme, enfin disons l'homme a décidé de construire des appareils qu'on appelle la technologie. Et ces appareils, par la construction de l'homme, a créé des énergies. C'est pour ça qu'on peut dire dans les deux sens que l'énergie crée la matière et la matière crée l'énergie. Voilà. Mais qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant? La matière ou l'énergie? Eh ben, l'état d'esprit de l'homme qui pourrait créer pour se faire du bien et non pas pour se punir. Puisque au-dessus de tout ça, il y a l'intelligence de l'homme. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de son intellect. Je parle vraiment de son intelligence. Si nous utilisons notre intelligence, nous devons savoir que pour fonctionner correctement et pour maintenir la planète en bonne santé, pour que nous puissions aussi vivre sur cette planète et pour que nous puissions l'offrir à nos enfants, justement dans la meilleure qualité qui soit, il est évident que à partir de ce moment-là, nous devons écouter notre intelligence qui nous dit attention, on ne peut vivre que dans l'équilibre pour vivre correctement. On a besoin d'équilibre. Donc il faut déjà, vous voyez, en développant la technologie, l'homme aurait dû comprendre qu'il doit trouver un équilibre entre le spirituel et la matière, entre la technologie et la création mentale, la création artistique, l'imagination, le cœur, l'amour, etc. Nous devons avoir un équilibre dans toutes ces facultés que nous avons à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que la technologie donne une image, une grande image des qualités extraordinaires de l'homme, puisque, je veux dire, il a créé des choses, c'est vrai, il faut le dire. Ce qu'on voit aussi apparaître dans le domaine médical, si on voit toutes les technologies qui sont nées, par exemple, dans le domaine médical, c'est extraordinaire. Mais en même temps, on ne crée que de la technologie et on ne l'accompagne pas de l'intelligence, on ne l'accompagne pas du cœur. On ne l'accompagne pas de cette capacité de prendre soin de nous. Donc nous arrivons à des aberrations. Et à partir de ce moment-là, nous créons des monstres, en fait. Des monstres qui vont se retourner contre nous. Si vous avez parlé de la 5G, par exemple, nous sommes en pleine polémique chez nous, en Occident, parce qu'une partie de la population, Dieu merci, commence à prendre conscience que la 5G, en fait, devient l'ennemi de l'homme, puisque ces énergies sont tellement violentes qu'elles peuvent porter atteinte à la santé de l'homme, et on ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière-là. Mais est-ce que l'intelligence est une forme d'énergie? Bien sûr, puisque lorsque je parle d'intelligence, comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas d'intellect. Pour moi, ce sont deux choses différentes. L'intellect, il peut se formater, il peut être transformé par nos lectures, il peut être transformé par notre éducation, etc. Alors que l'homme naît avec une intelligence innée qui est en lui, et c'est ça notre grande chance, c'est que où que nous soyons sur la Terre, nous avons la même intelligence. Et si nous puisons à l'intérieur de cette intelligence, c'est ce que j'appelle la conscience, nous ne pouvons puiser que des belles choses à l'intérieur de nous, parce que notre conscience ne nous donne jamais de mauvais conseils, en fait. Elle est toujours juste. Et donc, si nous puisons à l'intérieur de cette intelligence, si nous fonctionnons avec cette intelligence, de par notre état d'esprit, puisque je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, nous allons émettre justement des énergies que j'appelle des énergies hautes, des énergies qui vont nous apporter une protection et qui ne porteront pas atteinte à notre développement, ni à notre santé, ni à notre sommeil, ni à notre vie, parce que, au contraire, ce sont des énergies qui nous nourrissent et qui vont nourrir notre corps, qui vont nourrir notre système immunitaire et qui vont nous permettre justement de réaliser que notre société ne peut être construite qu'à travers cette énergie-là, à travers ce fonctionnement. Parce que nous avons besoin justement de vivre un monde positif, si je puis dire, parce que c'est ça tout simplement, c'est entre être positif ou être négatif. Être négatif pour moi, c'est pas forcément être méchant, vous voyez, parce que souvent on va parler de négativité, on dit oui mais c'est une personne qui fait du mal qui est méchante. Toute personne qui souffre émet des énergies négatives sans le savoir. Ah bon? Voilà, donc que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la jalousie, que ce soit le désespoir, nous émettons les mêmes types d'énergie et ces énergies-là vont porter atteinte justement à notre santé.
Parce que quand vous dites ça, je suis en train de penser à nous ici. Il y a beaucoup de souffrance. Toute cette souffrance émet une énergie, est-ce que je peux dire que c'est une énergie négative? Hélas, oui, nous pouvons le dire. Et cette énergie négative, malheureusement, alimente une énergie qui, petit à petit, doit se nourrir par elle-même, quelque part. Voyez, ce qui veut dire il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de colère. Il ne faut pas s'étonner que les gens descendent dans la rue. Oui, la violence. La violence, en fait, est la conséquence. Et la conséquence de toutes ces énergies qui se mettent... Pardon. Et la conséquence de toutes ces énergies qui se mettent ensemble et qui finalement deviennent une seule énergie. Parce que si, regardez simplement, essayons de prendre comme exemple tout simple, hein, une famille de 10 personnes qui vivent dans le même appartement, si une personne est toujours en colère et toujours nerveuse, elle va émettre des énergies négatives. Si une personne vivant dans le même appartement qu'elle a peur de sa violence, sa peur va émettre, en fait, sans le savoir, la même énergie que la précédente. Ah. Voilà. Une autre personne qui va être désespérée, mais qui ne va pas en parler parce qu'elle va dire j'en ai marre, par exemple un enfant qui va se dire j'en ai marre d'avoir des parents, d'avoir une mère ou un père qui se tape dessus ou qui se dispute et qui va se réfugier dans sa chambre et qui fuit dans un monde illusoire devant son ordinateur, cet enfant va émettre les mêmes qualités, la même chose. Voilà. Alors, multiplier ça par 10 personnes, ouais. Et donc ça veut dire que c'est comme une espèce d'énergie qui prend possession d'un lieu, d'un appartement, qui va rester, en fait. Donc, multiplier cette énergie-là par le nombre d'appartements dans un immeuble. Multiplier cela par le nombre d'appartements dans un quartier, dans une ville et dans un pays, et on arrive aux aberrations que nous connaissons. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde? Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Exactement. Voilà. Et moi, en fait, le message que j'aimerais donner, ce que les gens devraient comprendre, c'est qu'au fond, on pourrait vraiment s'en sortir parce que je suis sûre, et je peux en témoigner depuis 40 ans que j'enseigne et que je vois et que je vis avec les gens et que je travaille avec eux, c'est qu'en réalité, il n'y a pas tellement de gens mauvais sur la Terre. Ah bon? Non, je pense et je vois qu'il y a vraiment de gens mauvais, au moins 10% de la population. Il y a 10% de la population qui, elle, est précurseur et qui veut s'en sortir et qui est capable d'avoir des idées, qui est capable de faire quelque chose. C'est peu aussi, hein. Oui. Mais au fond, qu'est-ce qui reste entre ces deux catégories de personnes? Il reste 80% de la population qui est mitigée, qui ne sait pas très bien où se situer, qui attend, qui est passive, qui peut être lâche, qui peut être de temps en temps courageuse, mais qui la plupart du temps se laisse faire et attendre, voilà, et donc est lâche. Voilà. Et en fait, à qui nous devons enseigner? Quelle est cette éducation pour la paix que nous devons donner? Et à qui? C'est à 80% de cette population, parce qu'en fait, c'est elle qui va émettre des énergies négatives, parce qu'elle regarde tout ce qui se passe, elle n'a plus confiance, elle est désespérée, et elle attend que les gouvernements fassent quelque chose. Et, voilà. Et essayons d'imaginer que ces 80% de population décident de s'en sortir, et décident de changer leur état d'esprit. À partir de ce moment-là, ces personnes vont émettre justement, par leur activité, par leur intelligence, par leur confiance, elles vont émettre une énergie positive qui va se mettre face à l'énergie négative de ces fameux 10% dont je parlais. Je peux vous dire que ces 10% sur la Terre, ils ne feront pas long feu, parce que c'est une question de nombre. À partir de ce moment-là, je veux dire, les 80% de la population, par leur état d'esprit, pourront changer les choses. Voilà. Et ce que je dis toujours, et je le répète encore, si nous arrivons à changer l'état d'esprit de 51% de la population qui va émettre des énergies justement à partir de ce moment-là positives, nous pouvons sauver notre planète et nous pouvons nous sauver. Et nous pouvons cesser de nous faire la guerre. Extraordinaire. En tout cas, voilà, je pense que nous sommes au bout de cette émission. J'étais très content de vous recevoir, Madame Libertino. Merci. Mais est-ce que vous n'allez pas rester longtemps en Haïti? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous rejoindre? Vous avez un site, un truc comme ça. Les gens qui seraient intéressés à poursuivre cette entrevue avec vous, c'est possible?
Bien sûr, alors j'ai un site effectivement, Ouais. donc il suffit d'écrire martinelibertino.ch, www.ch. J'ai créé une association aussi qui s'appelle Association Duchamp Libertino pour l'encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde, qu'on peut trouver aussi sur Internet. Surtout, on peut aller sur la page YouTube Martine Libertino, où on peut écouter des conférences, des émissions, en partie aussi en Haïti, hein, et donc prendre connaissance de cette philosophie et de l'école d'éveil philosophique pour les enfants et des programmes aussi que nous mettons en place en Haïti à travers la communauté de médiateurs pour la paix, donc, qui est basée à Port-au-Prince, et qui enseigne déjà depuis plusieurs années cette éducation pour la paix aux enfants, aux jeunes et aux adultes, et qui mettent des programmes en place avec énormément d'amour, énormément de courage, de détermination. Et j'invite les Haïtiens surtout à découvrir cette communauté de médiateurs pour la paix que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration. Parce que je les malmène de temps en temps, je leur demande beaucoup de choses. Et nous travaillons ensemble avec beaucoup de bonheur. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir à cette émission. Je vous remercie d'abord de votre présence. Et je remercie également M. Le Rouge de nous avoir prêté son studio pour cette émission. Et je pourrais vous dire peut-être, pourquoi pas, à très bientôt.